Ralph Dunn, photographe de mode et de star, qui a fait une centaine de pochettes cultes. Alors, on voit bien Simon & Garfunkel ou Sly and Family Stone. Aujourd'hui, avec le streaming, c'est moins important, mais avant, surtout à l'époque du format vinyle, tout bon album devait commencer par une bonne pochette. Et quoi de mieux pour faire connaître un nouveau groupe qu'une pochette provocante signée par un photographe célèbre. Exemple ultime, ça, la banane. Pardon, je ne sais pas s'il y a un reflet à l'écran. Hop. Là, c'est bon. La banane qu'Andy Warhol a conçue pour ses poulains, accessoirement un des meilleurs groupes de tous les temps, le Velvet Underground. À l'origine, on pouvait même éplucher la banane. En dessous, elle était toute rose. Bonjour les sous-entendus. Tout le monde a parlé de la pochette provocante. Et c'est seulement ensuite qu'on a remarqué le leader du groupe, un certain Lou Reed. Le coup du photographe Pygmalion qui utilise son art pour créer sa muse, c'est un classique absolu. On peut penser par exemple à Jean-Paul Goude, dont on répète tout le temps qu'il a créé Grace Jones en lui fabriquant son identité visuelle. Le personnage que je cherchais à mettre en avant, c'était un personnage qui me fascinait moi depuis mon enfance. Quand Grace était sur scène, elle était à la fois menaçante et belle. Et tout a commencé avec 7 pochettes de son premier album, devenu culte pour la musicienne et pour son auteur. Jean-Paul Goude en a même fait un remake en 2014 avec Kim Kardashian. Et là, qui rend service à qui? On ne sait plus trop. J'aimerais bien. Il y a aussi un remake fait en 2020 avec Julien Belvert, plus confidentiel. Oh, pas tant que ça. J'ai rien vu, j'ai rien dit. Donc là, de deux choses l'une pour lequel Louane, pas Julien Belvert, soit Louane devient une star en Angleterre grâce à Martine Parr, soit Martine Parr devient une idole chez les jeunes Français grâce à Louane. Louane 1, le Brexit 0. Asile, les chasseurs ont une nouvelle icône, une étudiante de 23 ans. Oui, c'est elle. Voilà. Johanna Clermont, étudiante en droit à Perpignan, une femme d'influence, on va le voir, c'est la nouvelle arme des chasseurs pour changer leur image, des chasseurs qui sentent menacés par la poussée écolo, par la chute du nombre de leurs adhérents. Et en parallèle de ces études, Johanna Clermont est une influenceuse au profit du lobby de la chasse. Alors déjà, on va s'intéresser à son outil de travail, son compte Insta où elle est très suivie, 126 000 abonnés. Alors le thème, la chasse, c'est glamour, exemple. Elle pose avec son fusil sur un rocher. Elle fait beaucoup de placements de produits pour des armes. Là, elle est en pleine chasse au canard. Ici, en mode snipeuse. Ou en chœur avec Willy Schren, le président de la puissante Fédération nationale des chasseurs. Alors, parfois, ça n'a rien à voir avec la chasse. Elle fait par exemple la pub pour l'hôtel 5 étoiles le Fauchon à Paris. Elle est même dans le métro où elle fait la pub de Zone 300, sorte de Netflix pour la chasse. Qui est-elle? On a voulu savoir. Alors, dimanche dernier, c'était l'ouverture de la chasse avec Céline D'Agostini et Boris Balducci. On est allé la rencontrer, c'était dans les Pyrénées-Orientales, à Saleil, pas loin de Perpignan. C'était donc l'ouverture de la chasse aux pigeons. On dit de vous que vous êtes le nouveau visage de la chasse, un petit peu, de ce qu'on lit. Eh bien oui, c'est ce qu'on lit, effectivement. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à dépoussiérer en finale, parce que quand on va sur le terrain, on voit que c'est pas forcément le vieux chasseur voilà, qui Après, passe vous ça. ne représentez pas quand même l'essentiel des chasseurs. On est, Ah non, je suis une femme et je suis beaucoup trop jeune. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Et lorsqu'on lui parle de la mauvaise image des chasseurs, il y a son petit élément de langage, tout trouvé. J'ai été élevée dans une famille très soucieuse de l'environnement, très soucieuse du bien-être animal. Et puis moi, quand je mange quelque chose, alors oui, c'est vrai, j'ai pris plaisir à aller le tuer, mais je sais qu'il a eu une belle vie. Elle nous a offert qu'un petit créneau d'une demi-heure pour la chasse, donc son fusil n'a pas été très utile. En revanche, elle avait son autre arme. Je vais faire une photo avec vous. Vous voulez une photo? Ouais. Vous pouvez le filmer en plus, c'est le côté Instagram. Ça pallie au manque de gibier, si vous voulez. En fait, c'était un petit peu nous, le gibier. Mais Elle moi, a rien. Elle a rien. elle a rien, ouais, non, pas une tentative. Voilà. Mais moi, j'ai voulu m'arrêter sur une autre image, celle-ci, une de ses stories. On la voit à côté donc de Willy Schren, le président des chasseurs, mais surtout de cet homme encore plus influent, Thierry Coste, le puissant lobbyiste, l'homme qui murmure à l'oreille du président et des députés pour peser sur les réformes. C'est lui qui aurait même poussé l'ex-ministre de l'Environnement Nicolas Hulot à la démission. Et c'est lui qui a donc repéré et recruté Johanna Clermont. On est allé le voir tout à l'heure. L'homme qui a tué Nicolas Hulot, dis donc. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. On avait une réunion sur la chasse, mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Vous avez des nouvelles de Nicolas Hulot ou pas? Oui, j'en ai eu il n'y a pas longtemps. Oui. De quelle nature? Il était dans un bistrot, pas très loin de moi. J'ai voulu venir le saluer. Il a refusé. Ok pour Hulot, mais nous, on est là pour lui parler de sa nouvelle recrue, Johanna Clermont. Et vous la voyez souvent, on dit que vous déjeunez souvent avec elle. Comme ça, vous la chouchoutez, quoi. On sent que c'est votre égérie,
nouvelle pépite. Je me suis dit, pour une fois, quelqu'un qui correspond exactement à la nouvelle cible des chasseurs ou des chasseuses qui arriveront demain, moi j'ai tout de suite pensé qu'il fallait la soutenir. On a été mauvais pendant très longtemps et on ne parlait pas à l'opinion publique. Johanna Clermont, il y a plein de gens qui la suivent, donc on écoute. Est-ce qu'après tout, elle n'est pas devenue comme vous, d'une certaine manière, une lobbyiste? Ah ben, c'est quoi la différence entre une influenceuse et une lobbyiste? Elle parle à l'opinion publique, elle parle bien à l'opinion publique et elle parle bien aux chasseurs de base. Moi, je parle plutôt à l'oreille des présidents de la République et aux parlementaires et au gouvernement. Vous en haut et elle en bas. Ben, si vous voulez, on s'est réparti le territoire. Mais je pense qu'elle est la première influenceuse dont on parle beaucoup, mais que sans doute demain, il y en aura beaucoup plus. On va donc être vigilants sur Insta. Et le lobby de la chasse est dans la même rue que Matignon? Oui. D'accord. Non, parce que j'ai cru reconnaître Oui, les rues de exactement. Vernet. Ils sont dans la même rue, ils Exactement. sont pas loin, c'est pratique. C'est bien pour aller pour traverser la rue. Ils traversent. Bien vu, bien vu. Merci Asdine. Depuis ce matin, les chaînes d'infos sont toutes retournées 40 ans en arrière. Ce chiffre est édifiant quand même, mesdames, messieurs. Il n'a jamais été aussi haut. 55% des Français estiment qu'il faudrait, dans ce doux pays de France, rétablir la peine de mort. Plus d'un Français sur deux favorable au rétablissement de la peine de mort. Et vous l'avez compris, le chiffre a bondi. 55% aujourd'hui. Donc ça ne fait que monter. Donc ça m'interpelle. Moi je dis tiens, pourquoi ? Et oui, relançons le débat. Ce matin sur LCI, Éric Brunet a même repassé la chanson de Sardou en faveur de la peine de mort. Un truc qui a été un vrai tube. On est en 1975 ou 76 et Michel Sardou se met dans la peau d'un père dont l'enfant a été assassiné. Vous souvenez-vous ? Il a aussi pris une anonyme par téléphone sur le sujet. Mais franchement, quelqu'un qui a tué plusieurs personnes ou qui a violé plusieurs personnes, cette personne-là, elle est irrécupérable pour moi. Sur CNews, on ne s'encombre même pas des chiffres. Peine de mort, les Français favorables. La variante, les Français en faveur de la peine de mort. Et même un audacieux, faut-il rétablir la peine de mort? Avec ce bandeau à suivre, faut-il légaliser le cannabis? Que de questions. En tout, on a compté 1h50 d'antennes cumulées consacrées à la peine de mort depuis ce matin. C'est beaucoup. Alors cette information apparemment primordiale, en fait, elle est tirée d'un sondage. Ce sondage Ipsos, 132 pages, 80 questions posées, il y avait le choix. On aurait donc pu parler des chiffres inédits en matière d'économie. 61% de Français veulent aller vers plus de protectionnisme, un indicateur en nette hausse. Autre indicateur parmi les sujets qui préoccupent le plus les Français, numéro 1, la délinquance, plus 18 points d'inquiétude par rapport à l'an dernier. Quant à l'idée que la France serait en déclin, depuis 4 ans, ça progresse. Des chiffres qui, cumulés, témoignent d'un vrai repli et qui, hier, ont été synthétisés par le journal Le Monde en une phrase. Un paysage national de plus en plus sombre. Mais dans tout ça, on a préféré retenir la peine de mort. Alors que regardez ce graphique, oui, 55% par rapport à l'an dernier, c'est beaucoup plus. Mais en 2015, on était déjà à 52%. Et si on remonte à 1998, on était à 54%. Bref, ça monte, ça descend. Et surtout, à quoi sert ce débat puisque la peine de mort a été abolie en 1981. Pour ou contre la peine de mort, il est certain que ce 17 septembre 81 marquera une date. Voilà près de 3/4 de siècle que les députés ne s'étaient saisis d'un projet de loi portant sur l'abolition de la peine de mort. Et pourtant, à l'époque, 62% des Français étaient pour la peine de mort. Robert Badinter le savait, mais il plaçait la question de l'abolition au-dessus des sondages. Certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Le pays a élu une majorité de gauche dans le programme de laquelle se trouvait inscrit au premier rang des obligations morales l'abolition de la peine de mort. 40 ans plus tard, il considère que la question ne se pose même plus. Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. C'est une question première de civilisation et ma réponse est évidente et depuis toujours. Alors rappelons qu'aujourd'hui, le retour de la peine de mort est impossible. C'est dans notre Constitution et dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on ne pose pas la question. Voilà.
Sophie, ça fait du bien de te revoir. Tu vas nous donner des nouvelles d'un ancien Premier ministre qui a totalement disparu des radars. Toi, tu l'as retrouvé où? Je l'ai retrouvé au Havre, parce que c'est Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe. Et avant ça, souvenez-vous, c'était le 3 juillet dernier, Édouard Philippe quitte Matignon après 3 ans au pouvoir. Direction Le Havre, où il a repris son fauteuil de maire, et depuis, c'est plus de son, plus d'image pour l'ancien Premier ministre. Mais hier, il y avait séance de conseil municipal à son agenda, alors on y est allé. Ça se passait à l'hôtel de ville. On a donc retrouvé monsieur le maire, avec ses boutons de manchette, ses gants de boxe. Mes chers collègues, il est 18h, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Et au programme 87 délibérations. La délibération est adoptée. La délibération est adoptée. La délibération est adoptée. Merci beaucoup. C'est long apparemment pour monsieur le conseiller municipal qui va du coup être à la bourre. Je vous remercie. Bon, on le rappelle, Édouard Philippe n'est plus Premier ministre, mais Matignon n'est jamais très loin. Moi, j'ai connu un Premier ministre qui disait en sortie de Covid qu'il fallait reprendre le chemin du consommé local et du consommé français. Je sais qu'il n'est plus Premier ministre, mais peut-être qu'il pourrait intégrer ce qu'il proposait comme Premier ministre dans les appels de... Merci beaucoup, monsieur Lecoq, de citer les bons auteurs. Édouard Philippe est en forme, ça tombe bien, on avait plein de questions à lui poser, comme par exemple, Matignon lui manque-t-il? Que pense-t-il de son successeur? Peut-il sauver la droite? Alors on a passé tout notre week-end au Havre, on a été partout à la recherche d'Édouard Philippe. Ça a commencé samedi au Stade Océane, parce que samedi c'était jour de match pour l'équipe du Havre. Et qui a-t-on vu arriver? Bah monsieur le maire, là, du Havre, à la cool, avec son café et son paquet de pop-corn dans les mains. Très content d'être là, apparemment. Ça va, monsieur le maire, vous allez bien? Ça fait longtemps que vous a pas vu. Ça va, et vous? Bah non, ça va pas mal. Eh ben, tant mieux. Il paraît que vous dormez paisiblement maintenant, ça se voit sur votre visage. Ouais, bah, surtout un masque que vous voyez sur mon visage. Mais en effet, je dors bien. Ouais. C'est quand même extraordinaire de savoir ça. Hein. Je dors bien. En tout cas, je suis content que vous soyez là. Vous allez voir un super match. Bon bah c'est parti pour le match. Monsieur le maire est stressé, mais but pour le Havre. Sauf que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans le reste de la France? Près de 2 ans après leur première manifestation, les Gilets jaunes sont donc de retour ce samedi. Pendant que vous êtes au match, il y a votre remplaçant qui est en train de gérer le retour des Gilets jaunes. J'imagine que ça vous manque pas. C'est mon remplaçant, c'est mon successeur. Ça vous manque pas tout ça? Non. Ça lui manque pas. Bon, la mauvaise nouvelle pour Édouard Philippe, c'est que le score final, c'était 3-1 et pas pour le Havre. Mais heureusement, il a vite pu passer à autre chose. Suite du programme, c'était cérémonie officielle à l'occasion de l'anniversaire de libération de la ville. On a vu arriver monsieur le maire en costume cette fois. Malgré la défaite, il a le sourire. Ça, tu t'appelles comment? Bonjour, monsieur le maire. Michael, t'as quel âge? J'ai 7 ans. T'as 7 ans? Et qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, Michael? Ah, je me sentais. Bah moi, juste avant, j'étais à un match de foot. Mais bon, on a perdu. Et tous les Havrais le disent, le maire a l'air en forme. Je suis content de te voir. Je suis content. T'es quand même un peu plus reposé que l'été. Voilà, t'es simplement plus reposé. Ouais. Plus reposé, d'accord, mais a-t-il totalement déconnecté? Monsieur le maire, est-ce que depuis le Havre, vous avez quand même des nouvelles encore d'Emmanuel Macron? Mais est-ce que vous pensez que je vais vous répondre sérieusement? Que vous allez me dire la dernière fois que vous l'aviez eu au Mais téléphone? est-ce que vous pensez que moi, je vais vous raconter ça? Ah, je tente. Mais c'est bien, et ça prouve que vous êtes à la fois consciencieuse, appliquée et tenace. C'est gentil, mais vous ne me répondez pas. Non, c'est vrai. Bon, alors j'ai une autre question, là, vous pouvez me répondre. Lors de votre passation, vous avez dit à Jean Castex... Soyez bon. Est-ce que 2 mois après, il a suivi votre conseil? Je suis sûr qu'il fait de son mieux. Et ça me rassure, parce qu'on a besoin que les gens, quels qu'ils soient, au gouvernement ou ailleurs, fassent de leur mieux. Vous lui donnez quand même Attention, quelques attention, conseils à attention, distance? attention. Je vous ai sauvé la vie. Vous lui donnez quand même quelques conseils à distance? Non, donc un conseil à lui donner, ça fait bien. Bonjour. Il est sympa avec Jean Castex, pourtant c'est bien lui, Édouard Philippe, la nouvelle personnalité politique préférée des Français. Alors que va-t-il faire de cette popularité? Eh bien on y est retourné, cette fois c'était un forum des associations. Ah tiens, vous êtes encore là, vous. Ah bah, vous quittez maintenant que vous a retrouvé, on va vous suivre toute la journée. C'est bien, c'est bien. Et bah du coup, direct, question. Édouard Philippe, vous avez quitté Matignon au summum de votre popularité et depuis vous êtes devenu la personnalité politique préférée des Français. Non, je suis devenu la personnalité politique la moins détestée des Français. Vaut mieux le voir comme ça. Ça met un petit peu de recul, vous voyez. N'empêche qu'ils sont nombreux à espérer qu'il représente la droite en 2022. Vous l'avez vu, c'est un peu le bololo à droite, si je peux reprendre votre expression. Celui qui se dit, bah tiens, je vais bloquer ici, et ça va être formidable, ça va mettre le bololo partout. Ah voilà, c'est une vieille expression militaire que j'aime bien. Pourquoi ce ne serait pas vous?
Bah écoutez, moi là, vous voyez ce que je vais faire? Je vais vous faire un scoop. Je vais aller voir des associations à Varèse. Voilà. Il fuit, enfin il essaie parce qu'on avait une dernière question. J'ai juste une petite question avant de partir. En un mot, comment vous qualifieriez votre vie aujourd'hui au Havre? Complète. C'est la vie que j'aime. Voilà. Celle que vous voulez toujours avoir? C'est la vie, ça se renouvelle, ça change, mais voilà, je suis heureux. La vie, ça se renouvelle, ça change. La porte reste donc ouverte. Bonjour à tous. Quelle ambiance de dingue. Je m'en fous. Mon mariage, c'était une grosse merde. Des séquences assez savoureuses. C'est un vrai bonheur. Regardez, c'est incroyable. Aujourd'hui, on s'est fait le meilleur combo pour une après-midi tisane. Et ça commence forcément avec Sophie Davant sur France 2. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Ah, Affaires conclues, l'émission où certains candidats ont confondu le plateau avec une déchetterie. Vous l'avez acheté? Non du tout, je l'ai trouvé dans les encombrants. Ça traînait dans le salon. Ça fait 15 ans qu'il est dans les caisses. On a décidé qu'il fallait qu'on fasse un peu de ménage. Et elle a une pensée pour les amis de Madame, qui lui ont offert cette jolie table. Vous l'aviez eu comment cette table? C'est un cadeau. Un cadeau des copains. Ils vont vous voir là, ça vous pose pas de problème? Je pense. Depuis le temps qu'elle était dans le grenier. Sympa. Sophie Davant qui est toujours aussi au point avec ses candidats. Vous habitez où, en région parisienne? Non, Haute-Savoie. Haute-Savoie, rien à voir. Bonjour. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous habitez près de Marseille? Ah non, du tout. Ah bon, c'est vers où? Calvados, près des plages du débarquement. Ah bah oui. Ouais, des candidats toujours aussi fringants. Ouais. Et alors, vous faites quoi pour vous occuper aujourd'hui? Ben là, je suis à la retraite. Hein. Retraité, donc. Retraité. C'est la retraite. Maintenant, je suis retraité. Mais cette semaine, il y a quand même une exception. Louis. Bonjour. Bonjour. Étudiant. Oui, c'est ça. Et voilà, enfin, un jeune fan de l'émission. Ah, ça fait plaisir. Vous les connaissez? Vous regardez un peu l'émission? Oui, ma grand-mère m'a déjà briefé sur tout. Je regarde beaucoup. Et alors, si vous êtes encore réveillés, juste après, sur France 3, il y a les chiffres et les lettres. Madame, monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir sur le plateau des chiffres et des lettres. Vous êtes ici, chez vous. L'émission préférée des fans d'orthographe, avec des candidats qui articulent hyper bien. Karine. A-P-O-T-H-I-C-A-I-R-E. C'est parfait. Très bien. Bravo. On adore des chiffres et des lettres. Alors, bon, parfois, tu sais pas trop si tu regardes un jeu ou si tu es en plein milieu d'une conversation au marché. Le nom de votre chorale dans laquelle vous chantez aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la Villanelle, donc c'est la chorale de Bois-Colombes. Et Je connais bien, j'en ai fait partie pendant au moins 5 ans. Ah, c'est super. Avec Mireille Le Batteux. Voilà, exactement. Mais oui, Mireille Le Batteux, connu. Sinon, les candidats viennent pour jouer, mais surtout pour raconter leur vie. Dans mon bureau, il y avait un Minitel. J'essaye de reprendre la clarinette. Je fais beaucoup de randonnées. J'ai acheté un camping-car. J'ai la trouille des guêpes et j'ai couru le long des falaises d'Étretat quand j'étais petit. Camoulox. Aux manettes, c'est toujours Laurent Romeshko accompagné de Bertrand Renard, le monsieur définition qui était en pleine forme. Et donc, animal, ce sont les couilles. Les couilles des béliers, d'un certain nombre d'animaux. Ah oui, c'est voilà. vrai. D'accord. Et certaines se mangent d'ailleurs. Oui, oui, oui. D'ailleurs, tu sens que Laurent Romeshko, il n'en peut plus d'écouter ces anecdotes. En espagnol, ça signifie le buisson. Donc, c'est une formation avec des petits arbres rabougris qu'on trouve en Castille. Merci, Bertrand. Une forme dégradée de la forêt à chêne vert. Parfait. Voilà. Allez, top. Heureusement, cette semaine, ils ont eu de la chance. Ils recevaient un recordman du monde. J'avais réalisé le record du monde, donc la plus grande grille de mots croisés du monde, qui fait 3,50 m par 3,75 m, 132 750 17 000 définitions horizontales, 18 000 verticales. Oh là là. Et donc ça fait, j'avais mis 7 ans pour la réaliser. Waouh, 7 ans de mots croisés pour être dans le Guinness Book des records. On espère que ça valait le coup. Hein. Le record tient toujours? Non, parce qu'à l'époque, ils l'avaient pas mis dans le livre des records. Mais cette semaine, on retiendra surtout que quand t'es candidat, il ne faut surtout rien raconter à Laurent Romeshko avant l'émission. Vous avez eu une mésaventure en nous rejoignant pour le premier match. On la raconte ou pas? On peut la raconter. Ah, on a commencé, on va le dire. Ouais, donc là, hein, il l'oblige clairement à balancer un truc qu'il voulait pas raconter devant tout le monde. Donc juste en arrivant au studio hier soir, j'ai senti quelque chose sur mon front. Un Je sors. pigeon. Un pigeon. Ouais, un pigeon.
Ah, il est vraiment sympa, hein, Laurent Romeshko. Vous ne m'en voulez pas de l'avoir raconté? Pas du tout, non. Non. Aujourd'hui, dans le Petit Cul, si Joe Biden est élu, elle sera la première femme à devenir vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. I accept your nomination for Vice President of the United States of America. Kamala Harris a 55 ans, originaire de la Californie, sa mère est indienne, son père jamaïcain. Les deux se sont rencontrés lors d'une manif, une histoire qu'elle adore raconter. My parents first met as graduate students at UC Berkeley, where they were active in the civil rights movement. And that's how they met, marching and shouting for this thing called justice. They fell in love in that most American way while marching together. Diplômée de Howard, une université historiquement noire, elle est d'abord nommée procureure de San Francisco, puis procureure de Californie en 2011, devenant dans les deux cas la première femme noire à occuper ces fonctions. Every Californian matters. No matter who you are or where you're from. Young, old, rich, poor, gay, straight, north, south. Son bilan à ce poste lui vaut de nombreuses critiques. On lui reproche entre autres d'avoir été trop laxiste face aux bavures policières et trop sévère avec les délits mineurs, pénalisant ainsi les minorités. There's a meme that says Kamala Harris broke the state record for incarcerating black males. Well, that's just not true. En 2016, elle devient sénatrice et acquiert une réputation de badass, notamment lors de l'affaire sur l'ingérence russe quand elle passe au grill des proches de Trump. Regardez, personne ne bronche. That's not my question. That's not my question. That is not the point. Yes or no? Yes or no, please, sir. I'm asking you a very direct question. Yes or no? I asked the question just a minute ago. I'm surprised you forgot. Début 2019, elle se lance dans la course à la présidentielle avec des pancartes jaune pétard et un slogan. Kamala Harris. For the people. Pendant un an, elle va tout donner en veste arc-en-ciel pour séduire la communauté LGBTQI ou en mode percussion avec danse du lasso. Le moment fort de sa campagne, c'est ce débat de la primaire quand elle s'en prend frontalement à Joe Biden sur ses relations avec des sénateurs racistes. Une attaque désastreuse pour Biden qui va quasiment la supplier de l'épargner lors du débat suivant. Ses uppercuts dans les débats la font grimper dans les sondages, mais elle est finalement obligée de jeter l'éponge, n'ayant plus un rond pour faire campagne. Although I am no longer running for president, I will do everything in my power to defeat Donald Trump. Alors si depuis Joe Biden l'a choisie comme vice-présidente, c'est qu'après l'écho des mouvements MeToo et Black Lives Matter, il n'avait pas d'autre choix que celui d'une femme noire. She knows personally how immigrant families enrich our country, as well as the challenges of what it means to grow up Black and Indian American in the United States of America. Un choix stratégique qui tranche avec le déni systématique de Trump sur le racisme et les violences policières. There is no vaccine for racism. We've got to do the work for George Floyd, for Breonna Taylor, for the lives of too many others to name. Depuis qu'elle est à ses côtés, Kamala Harris a dopé la campagne de Biden en donnant un bon coup de jeune au candidat de 77 ans. Quand lui est avec ses lunettes de vieux briscard, elle est en Converse. One nation under a groove, getting down just for the funk of it. Et signe de sa popularité grandissante, elle est devenue la cible numéro 1 de Trump avec attaque digne de la cour de récré. Kamala, they always say Kamala. She was very, very nasty. There was nobody that was meaner. Nobody likes her. Voilà, ça ne vole pas haut, mais Trump sait très bien ce qu'il fait. C'est avec ces mêmes qualificatifs qu'il avait battu Hillary Clinton en 2016. Le petit cul, c'est fini. L'actu de ces dernières 24 heures vue par les médias. Et on était à deux doigts de lancer une alerte enlèvement, mais il est réapparu aujourd'hui à 17h. C'est désormais une réalité et vous le savez, l'épidémie est à nouveau très active dans notre pays. Olivier Véran en conférence de presse pour un point sur la Covid. La dernière fois qu'on l'avait vu dans cet exercice, c'était le 27 août. Au bout de quelques secondes, on a compris qu'il était rentré dans les rangs de la nouvelle stratégie présidentielle. Nous devons apprendre à vivre avec le virus pour quelques mois encore.
Exactement les mêmes mots utilisés par Emmanuel Macron un jour plus tôt. Écoutez, je pense que c'était extrêmement important, dans le contexte qu'on connaît, de montrer, comme on l'a dit plusieurs fois avec le gouvernement, qu'il faut vivre avec le virus. Emmanuel Macron, enfin raccord avec son ministre de la Santé. Visiblement, ça n'a pas été toujours le cas ces derniers jours. Emmanuel Macron met la pression sur son ministre de la Santé, Olivier Véran. Le ministre de la Santé est sous pression. Il y a des différences très fortes au plus haut sommet de l'État. Est-ce qu'il a toujours la confiance du président Macron? Les chaînes info se font l'écho de 3 articles publiés en 24 heures sur les brouilles entre Véran et Macron. Dans ces papiers, plusieurs verbatims entre le ministre de la Santé et le président lors du dernier Conseil de défense. 1 million de tests par semaine, c'est bien beau, mais si les résultats arrivent trop tard, ça ne sert à rien. Le président ne supporte plus de voir dans les médias ces images de files d'attente interminables devant les laboratoires. Véran se défend dans la presse. J'ai passé l'été à alerter, à dire que le virus circulait rapidement et que le nombre de malades allait augmenter. On me répondait « mais non, arrêtez, il n'y a pas d'hospitalisation ». Et maintenant, que constate-t-on? Une augmentation. C'est pas la voix d'Olivier Véran, hein. On avait compris. Alors Olivier Véran, tout le monde le trouvait formidable il y a 3 mois, mais ça se fissure un peu et le front anti-Véran s'organise. Cet après-midi, une tribune de plusieurs scientifiques dans le monde va dans le sens de la nouvelle stratégie présidentielle. Un nouveau coup dur pour le ministre de la Santé. Alors Olivier Véran est-il encore l'homme de la situation pour la phase 2 du plan Covid gouvernemental? Paul Larouturou lui a posé la question il y a 1 heure. Monsieur le ministre, Paul Larouturou au quotidien aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez sur la même ligne, sur le fond, que l'Elysée pour la phase 2 du plan Covid? Est-ce que vous êtes sûr, sauf votre respect, que vous voulez, entre guillemets, utiliser une des questions que vous pouvez me poser aujourd'hui sur mon cas personnel? Moi, je n'en suis pas sûr. Par ailleurs, j'ai la confiance du président de la République. Nous en avons échangé encore tout à l'heure. Nous sommes parfaitement en ligne sur la stratégie. Parfaitement en ligne. On enchaîne avec la question à laquelle aucun invité des matinales n'a pu échapper ce matin. Qui peut encore empêcher la fermeture de cette usine? Que peut faire l'État dans un dossier comme celui-ci? Est-ce que c'est la loi du marché? Dans cette affaire, les dirigeants ont organisé la fermeture. C'est ça qui s'est passé. Et vous, que dites-vous? Tout le monde sommet de donner son avis et de trouver des solutions, car depuis hier, c'est le choc. La ville de Béthune sous le choc ce soir. L'usine de pneus Bridgestone va fermer. 863 salariés vont perdre leur emploi. Et comme toujours dans pareille situation, déclaration fracassante des élus et ministres en poste. Il faut aller récupérer les subventions, il faut que l'État les attaque. Une fermeture complète de ce site, c'est un assassinat. Et c'est un assassinat prémédité. Cette fermeture, on n'accepte pas. Mais sur BFM TV, François Ruffin charge le gouvernement. Moi, je considère que les traîtres, les cyniques, les menteurs, c'est le gouvernement. Ça fait 30 ans qu'on entend les mêmes pleurnicheurs. Ça fait 30 ans. On sait bien que ces multinationales, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des fauves. Des arguments entendus par les journalistes pour pousser le gouvernement dans ses retranchements. Monsieur le ministre, ça fait 30 ans qu'on entend les politiques nous dire c'est honteux, c'est une trahison, on va se battre pour empêcher ça. La réalité, c'est que vous êtes impuissants à empêcher la casse de notre industrie. Eh bien, Bridgestone aura à rendre des comptes. Ah oui? Parce que comment? Est-ce que Whirlpool a rendu des comptes? Est-ce que HP a rendu des comptes? Est-ce que Nokia a rendu des comptes? Ils ont fermé, point barre. Alors ce matin, on sentait les ministres assez impuissants dans les matinales et tout le monde avait en tête ça, cette petite phrase de Lionel Jospin à propos des 7500 licenciements chez Michelin en 1999. Je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement, il faut aussi que se mobilise à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise. Un aveu d'impuissance qui avait coûté cher à Lionel Jospin et à la gauche à l'époque. Alors hier soir, on recevait Jean-Pierre Pernaut pour son départ du 13h. Depuis lundi, beaucoup d'hommages un peu partout dans la presse, mais il en manquait un. On va commencer avec Jean-Pierre Pernaut. De quoi est-il le symbole? C'était écrit dans le liner Jean-Pierre Pernaut, une défaite française. C'est la France profonde, c'est presque un gilet jaune, quoi. C'est la France du Tour de France, c'est la France qui aime la France, c'est la France traditionnelle, c'est la France que les élites bien pensantes méprisent. Puis Zemmour liste ce que ce détracteur lui reprochait. C'était le symbole absolu de la France moisie, comme disait Philippe Solers. C'était l'agent du Rassemblement national, le présentateur des ploucs. Et attention, Zemmour avait même une info média. Je crois même d'ailleurs qu'à TF1, depuis quelques années, la nouvelle direction le regardait un peu de travers, quoi. Même s'il avait des très bonnes audiences, idéologiquement, c'était pas terrible, quoi. On préférait le quotidien de Yann Barthès. Ça, c'était plus chic. Ah oui, donc si on suit son raisonnement, c'était toi qui aurais dû remplacer Pernaut. Mais non, désolé, on a le nom de son remplaçant, qui est une remplaçante.
ravie de vous retrouver pour cette édition du 13h. TF1 a chippé à la concurrence Marie-Sophie Lacaro, titulaire du 13h de la chaîne depuis 2016. Son JT fait plus de 2 fois moins d'audience aujourd'hui que celui de Pernaut. On a appris son transfert cet après-midi et sur ces images que vous voyez, elle savait donc qu'elle allait partir. C'est Et c'est ainsi que se termine cette édition. Tout de suite, le journal météo de Chloé Nabédian. Voilà, un grand sourire. Alors maintenant, c'est à France 2 de lui trouver un remplaçant ou une remplaçante. Et Maya, tu vas nous parler de foot. Tu reviens sur le match PSG-OM. Oui, tout a commencé par des injures racistes proférées par Álvaro González. Neymar s'est plaint à plusieurs reprises pendant la rencontre de propos racistes. Mais en fait, selon une seconde vidéo qui est sortie ce matin à la télévision espagnole, c'est Neymar qui aurait commencé en traitant González de, je cite, putain de PD. Alors ces noms d'oiseaux, on les retrouve dans les stades, mais aussi hors des stades. Par exemple, le week-end dernier, avec ces banderoles pas très élégantes, sur lesquelles on trouve un mélange de glorification du viol et de putophobie. Alors pour rappel, la putophobie, c'est quand on dénigre le travail sexuel. Alors évidemment, le foot ne fait que cristalliser des comportements qu'on retrouve un peu partout dans la société, sauf que dans le foot, certains sont carrément dans le déni. Non, très franchement, le phénomène racisme dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas. Alors c'est intéressant parce que non seulement Noël Le Graët, le président de la Fédération française, ne voit pas le racisme, mais il ne voit pas non plus l'homophobie. Considérer effectivement que le football est homophobe et peut être l'image seulement d'homophobie en France, c'est quand même un peu fort de café. J'accepte pas. La ministre déléguée au sport, en revanche, refuse l'idée d'une hiérarchie des intolérances. L'homophobie, j'ai insisté pour que ce soit mentionné comme le racisme dans ce règlement qui existe aujourd'hui à la Ligue. Ça le sera. Ceci dit, le cas Neymar pose une question vraiment intéressante. Est-ce qu'une insulte légitime une autre insulte? Est-ce qu'on est plutôt Bible, montrant la joue gauche, ou plutôt loi du talion, œil pour œil? Loi du talion dont nous fêtons cette année le 3750e anniversaire. En fait, la loi française prohibe la discrimination raciale depuis 1972, mais il a fallu attendre 1990 pour les discriminations concernant les mœurs, donc l'orientation. J'en profite pour enchaîner sur mon vice préféré, le rappel à la loi. Tadam, 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Exactement pareil en cas d'homophobie ou de racisme. Et cet alignement des sanctions, il est logique. Qu'on se traite de sale noir ou de gros PD, c'est toujours la même idée. On ne correspond pas à la norme du mâle blanc hétérosexuel. Et je sens qu'on approche du point, on ne peut plus rien dire. Mais pas du tout. En plus, l'injure a une fonction sociale, ça fait du vocabulaire très fleuri, et puis personne n'a envie d'un monde complètement aseptisé. D'ailleurs, si vous n'avez aucune créativité, pas de souci, le collectif Georgette Sand a créé tout un répertoire d'insultes non discriminantes. Allez, on fait la démonstration avec vous si vous voulez bien lever les cartons. L'oleur compulsif. L'oleur compulsif. Enflure décérébrée. Ah, moi j'aime bien ça. Poil de cul fermenté. Ah, il est bien celui-là. Poil de cul fermenté. Moi j'ai quoi? Fesse d'huître. C'est pas mal, fesse d'huître. Jus de poubelle. On me dit ça dans la rue? Jus de poubelle. Fin de série. En tout cas, vous remarquez que ça marche vachement bien. Et d'ailleurs, regardez, c'est pareil pour les banderoles. Hein. Regardez pour le M et le PSG. On pourrait en fait tout à fait s'insulter en douceur quand on est un supporter. Fesse de poulpe. Oui, c'est mignon. Poil de cul fermenté. Et voilà, et si avec ça, je ne suis pas embauchée comme consultante en football, et ben, je ne sais plus quoi faire. On avait déjà parlé du tome 1 dans l'émission. Le tome 2 de la revue Front Populaire, la revue de Michel Onfray, est sorti hier. Son titre, L'État profond, le vrai pouvoir à abattre. 160 pages sur les lobbies aux fonctionnaires, médias, cercles d'influence, réseaux parallèles, tout un programme. Et ce chat qui pense gouverner le monde alors qu'il n'est que le jouet mécanique d'autres forces. Alors tout ça, ça fait peur, on va essayer de le décrypter. Car si on en parle, c'est parce que le premier tome s'était écoulé à 70 000 exemplaires pour un tirage à 100 000 exemplaires. C'est énorme. On a donc voulu mesurer l'influence de cette revue. Alors déjà, depuis hier, Michel Onfray est l'invité de toutes les chaînes d'infos. Exactement 2 heures d'antenne cumulées en tout, dont Jean-Jacques Bourdin, hier matin. 8h55, merci. Merci Michel Onfray. Et il est toujours très bien reçu. Sur CNews, hier soir, on l'appelle carrément par son prénom. Bonjour Michel. Bonsoir. Bienvenue. Oui, bonsoir, comme vous voulez. Il est 18h quasiment, on peut se dire bonsoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi aussi, très sincèrement Michel, je préfère. Il mérite, tu as raison, d'être corrigé sur beaucoup de points. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Tu as raison, vous avez raison. Et sur LCI ce matin, ce bandeau, Michel Onfray, un regard lucide sur la France, avec Éric Brunet qui en a fait des caisses.
Un vrai succès que vous avez mis en place avec le producteur Stéphane Simon, ce trimestriel, alors que la presse est totalement, vraiment sinistrée, le papier, l'industrie du papier est sinistrée, ça marche. Éric Brunet, tellement content qu'il s'est cru en terrasse avec un vieux pote. Pendant des années, on m'a dit, Éric, ne parle pas de la fraude aux prestations sociales. C'est de la chasse aux pauvres, c'est pas bien. Parle de l'évasion fiscale, ça c'est un vrai sujet. Cet ensauvagement qui est une réalité, qu'on le veuille ou non, même si le terme est aujourd'hui décrié. Est-ce qu'on n'a pas été trop à gauche? Est-ce que dans l'histoire de ces 10, 20, 30 dernières années, on n'a pas été trop à gauche? Voilà, Michel Onfray a bien été bousculé. Mais je voulais revenir à la une, l'État profond. Pourquoi ce titre? En fait, c'est une référence explicite à une petite phrase employée par Emmanuel Macron lui-même en août 2019 devant les ambassadeurs français. Comme diraient certains théoriciens étrangers, nous avons nous aussi un État profond. Emmanuel Macron qui explique aux ambassadeurs qu'il est parfois victime des hauts fonctionnaires. Et ça a fait bondir Michel Onfray. Quand Macron dit « Ah, je ne peux pas tout faire, je suis une victime de l'État profond », c'est une perversion totale, car il est un acteur de l'État profond. Alors, quel est cet État profond dont il parle? En fait, la notion est une traduction de Deep State, un concept américain complotiste qui laisse penser qu'il y aurait un État supérieur dirigé par des hauts fonctionnaires, des lobbies qui gouverneraient le monde. Et forcément, quand on dit complotisme... You know what I'd like to do? I'd like them to go back to the State Department, or as they call it, the Deep State Department. You don't mind? But what am I doing? I'm fighting the Deep State. Deep State, you can believe it, you don't have to believe it. La revue joue précisément avec ces références. Dans les pages intérieures, on trouve d'ailleurs un article de Pierre-André Taguieff, spécialiste du complotisme. Les complotistes ont-ils toujours tort? C'est ambigu, alors pour ne pas être taxé de complotisme, Michel Onfray développe sa propre définition de l'État profond. L'État profond, c'est ce que génère d'une certaine manière le capitalisme quand il est libéral. C'est effectivement le marché fait la loi. C'est allez-y, vendez, produisez, échangez. Voilà, pour Michel Onfray, l'État profond, ce sont les grosses entreprises capitalistes libérales. Et c'est exactement ce qui fait la complexité de cette revue. En fait, les articles sont assez soft, mais sur la forme, ils provoquent, ils jouent avec les concepts, brouillent les pistes pour faire parler et peser dans la prochaine élection. Aujourd'hui, on parle de Kanye West qui fait encore parler de lui, mais pas pour un nouvel album. Oui, bon, depuis le temps, on est habitué à ces pétages de plomb sur les réseaux sociaux, mais là, faut reconnaître, il a fait très fort. Voilà Kanye West qui urine littéralement sur un de ses 21 Grammy Awards, et ce, croyez-le ou non, pour pousser un coup de gueule contre l'industrie musicale. Plus précisément, il explique que les contrats des musiciens sont injustes, que c'est un piège, que les musiciens sont volés. Il s'est un tantinet chauffé sur Twitter et a posté l'intégralité de ses 10 contrats avec Universal, 60 pages dans lesquelles on apprend que le banquier de Kanye West ne s'ennuie pas. Il est parti en véritable croisade contre l'industrie. Il promet qu'il ne va pas s'arrêter. Il est motivé, on le voit, parce qu'il écrit en majuscule comme s'il hurlait. C'est quoi le problème avec ce contrat? Alors le même qu'avec beaucoup d'artistes, en fait ce sont les maisons de disques qui possèdent les chansons, pas les artistes eux-mêmes. Du coup les maisons de disques peuvent se revendre les catalogues entre elles. Et non seulement les artistes ne sont pas toujours d'accord, mais en plus selon eux, ils gagnent trop peu sur ces transactions. Kanye West s'était déjà exprimé là-dessus en 2018. You know, like the music industry is set up for you to have just enough money to afford a car, pay for your kids, a house, and be on tour for the rest of your life till you die. It ain't set up for the artist to win. It's like boxing. You know, more people end up retarded than rich. Taylor Swift aussi a fait un scandale lorsque son catalogue a été vendu 300 millions de dollars sans qu'elle ait son mot à dire. Et Prince, lui, comparait ses contrats à de l'esclavage. Il est souvent apparu en public avec le mot slave, esclave, écrit sur le visage pour dénoncer son contrat. As you're signed to a contract, you're going to take a minority share of the winnings. A select few of us will do well, the majority will not. Bonne ambiance. Alors après de longues batailles judiciaires et en échange de fortune, certains artistes arrivent à récupérer leur catalogue, mais c'est un vrai problème. Et du coup, Kanye West, il veut changer tout ça. Oui, et il n'y est pas allé par quatre chemins. Il a demandé à rencontrer Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, donc d'Universal, pour négocier avec lui directement. Et Kanye, il est comme tout le monde. Avant rendez-vous, il google le boss. Il a même posté la capture d'écran sur Twitter. Alors Kanye West contre la plus grande maison de disques du monde, on attend de voir ce que ça donne. Et pourquoi les musiciens américains se font arnaquer comme ça? Alors en fait, c'est une question de droit d'auteur plus précisément. Américain. Pardon? Américain. Ah ouais, en fait, c'est une spécificité américaine. Enfin, plutôt,
Il y a une vraie différence entre le copyright américain et le copyright français. Le copyright anglo-saxon protège beaucoup moins bien les artistes que le copyright français. Pour résumer vraiment grossièrement, en gros, dans une œuvre, tu as les droits d'exploitation, qu'on appelle les droits patrimoniaux, et les droits de paternité de l'œuvre, qu'on appelle les droits moraux. Les droits moraux protègent une œuvre. Yann, si tu fais une chanson de R&B, je peux acheter sa diffusion, mais je devrais toujours te citer comme auteur. Je ne peux pas la modifier sans ton accord ou l'exploiter sans ton accord. En France, on ne peut jamais acheter ces droits moraux, on ne peut pas les vendre. Alors qu'aux États-Unis, on peut les acheter. Et c'est pour ça qu'on trouve plein d'histoires d'artistes qui se sont fait avoir et ont perdu les droits sur leur propre travail. C'est très fréquent aux États-Unis. Sophie, tu reviens sur la polémique de la semaine. Peut-on s'habiller comme on veut pour aller en cours à l'école? Ouais, je vous raconte tout. Tout a commencé la semaine dernière quand le hashtag Balance ton bahut apparaît sur les réseaux sociaux pour dénoncer des propos sexistes à l'école. Des propos sexistes, pourquoi? Parce que des jeunes filles s'habilleraient de manière trop provocante. Du coup, un deuxième hashtag apparaît, le hashtag lundi 14 septembre. Le hashtag lundi 14 septembre sème le trouble. Une lycéenne a lancé sur les réseaux sociaux un mouvement contre les restrictions vestimentaires. Et toutes les femmes sont appelées aujourd'hui à porter un vêtement court, voire provoquant. Lundi, juste avant d'aller en cours, les filles postent leur tenue du jour. Je suis en crop top, je suis fraîche, je suis au top, je suis en crop top, je suis fraîche, je suis au top, c'est indécent, allez hop, je remets moi en crop top. Et forcément, le ministre de l'Éducation nationale est interrogé. Il suffit de s'habiller normalement et tout ira bien. Oui, mais normal, ça veut dire quoi? Normalement, c'est-à-dire d'une manière normale. Il existe une définition? Chaque établissement de France a un règlement intérieur qui définit ça. Et donc, on est quand même dans du grand bon sens sur ces sujets-là. Vous n'allez pas en tongs à l'école, par exemple. Vous voyez, Vous n'allez pas en tongs à l'école. Et ce matin, c'est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui en remet une couche. Moi, j'adore les crop tops. C'est très mignon, les crop tops. Mais on ne va pas à l'école pour montrer son nombril. C'est très mignon les crop tops. Alors, ouais. Alors attention, je sais, on n'est pas vendredi, on est jeudi, mais Minute Marc Boger oblige. Le crop top, c'est quoi? C'est tout simplement un haut coupé qui dévoile donc le nombril. C'est né dans les années 80 aux États-Unis. À la base, c'était les joueurs de foot US. C'est toi, Julien? En t-shirt pour pas avoir trop chaud. Mais ça s'est vite popularisé. Dans des terrains de foot, c'est sur des stars, des ados qu'on a pu y retrouver, comme chez Spice Girls, là, le Prince du Bel-Air, ou encore Britney Spears dans les couloirs de son lycée. Et c'est justement ce qui pose problème aujourd'hui, le crop top qui s'invite à l'école. On a voulu en parler avec des élèves, avec Fanny Duvaux, direction donc l'établissement scolaire le plus proche de là où on était. Et direct, on a vu plein de crop tops sur les élèves. Alors on a voulu vérifier le règlement. Article 5, tenue. Une tenue correcte, entretenue et respectueuse des autres, propreté et pudeur est exigée. Les tenues trop courtes ou apparentées à des tenues de plage, de même que les vêtements laissant apparaître les sous-vêtements ou le nombril, ne sont pas autorisés dans l'enceinte de l'établissement ou pour toute autre activité dans le cadre scolaire. Là, toi, on voit ton nombril. Oui, et pourtant, on m'a rien dit. Et pourtant, je suis passée devant la CPE, je suis allée à la vie scolaire, j'avais pas mon gilet, on m'a rien dit. Mais donc, du coup, là, aujourd'hui, tu enfreins le règlement. Oui. Là, aujourd'hui, je vois que tu as un crop top, on voit ton nombril. T'as pu rentrer dans l'établissement scolaire ce matin? Alors j'ai mis une chemise par-dessus parce que sinon on va me faire une remarque et peut-être me virer, donc c'est pas le but non plus. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que c'est pas décent? Je trouve qu'il n'y a rien d'indécent, on voit un petit bout de ventre et... Là on voit un grand bout de ventre. Oui, je sais, mais c'est un bout de ventre, mais et on nous fait des remarques. Donc, par exemple, on a déjà dit à une de mes amies que c'était trop provoquant pour les garçons, que ça déconcentrait les garçons. Est-ce qu'on peut faire un test avec toi? Tu mets pas ta chemise, tu rentres dans l'établissement scolaire et on voit si tu rentres. Bon bah aucun problème. Du coup on a posé la question au surveillant. Vous quand vous voyez arriver une jeune fille le matin qui a une jupe très courte, un décolleté profond et le nombril à l'air, elle est toujours rentrée? Généralement on laisse rentrer, ouais. Ça dépend, faut vraiment que ce soit très provoquant pour qu'on laisse pas rentrer. Voilà, après on va dire que on est moins regardant sur un nombril qui sort que des élèves qui se battent ou qui se tapent, voilà. Est-ce qu'il y a des garçons qui ont déjà été exclus parce qu'ils avaient une tenue jugée provocante? Non, moi j'ai jamais eu ça, de tous les délais que j'ai pu bosser, j'ai jamais eu ça. Alors les garçons jamais sanctionnés, mais que pensent-ils de ce qui se passe pour les filles? Que vous comprenez qu'elles, elles peuvent pas s'habiller comme elles veulent alors que vous... Non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est de l'injustice, c'est pas normal. Là, le motif pour les jeunes filles qui pourraient pas porter un crop top, donc une tenue où on voit le nombril, c'est ça risque de déconcentrer les garçons. Non, c'est pas une raison. C'est aux garçons de se contrôler et pas aux filles de s'adapter à ça.
C'est aux garçons de se contrôler et pas aux filles de s'adapter à ça. Un bon point pour ces garçons, mais tous ne raisonnent pas de la même façon. On a rencontré une collégienne de 15 ans qui en a marre des réflexions sexy sur sa tenue quand elle va en cours. De toute façon, on a 15 ans. On a 15 ans, on est des enfants. Enfin, faut qu'on arrête de faire en sorte que tout ce qu'on fait, c'est sexuel. C'est pas sexuel, c'est juste... Il fait chaud. Il fait trop chaud. Je veux mettre un short. C'est tout. Bon, si on regarde les prévisions météo des prochains jours, il va pas faire beau. Le débat pourrait donc se calmer.